Merci à Georges Kiosef qui réalisait l'émission, à la technique aujourd'hui Pascal Dupont. Je vous laisse en compagnie des lundis de l'histoire. Les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff et Arlette Farge. Nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet fondamental, un peu délicat, difficile à expliquer, et je me permets de requérir toute votre attention. Mais vous verrez, le sujet est passionnant et nous allons en parler à partir d'un livre passionnant. Ce livre, c'est celui de Jean-Pierre Pauly, Le chemin des amours barbares, avec un sous-titre qui, comme souvent, explicite le titre, Genèse médiévale de la sexualité européenne, paru aux éditions Perrin. Et pour traiter de ce beau livre, de ce grand sujet, sont réunis ce matin autour des micros des lundis de l'histoire l'auteur, Jean-Pierre Pauly, professeur à l'université de Paris X Nanterre, et notre invitée, Régine Lejean, professeur à l'université de Paris 1, Paris Panthéon-Sorbonne. Jean-Pierre Pauly, je voudrais m'associer à vous au début de cette émission dans l'hommage que vous rendez dans ce livre à celui qui a été votre maître et qui a été pour moi un maître et un ami, Georges Duby. Pourquoi, aujourd'hui, éprouvons-nous le besoin d'évoquer Georges Duby, Jean-Pierre Pauly? Pour deux raisons, je pense. La première, c'est que c'est lui qui, en principe, aurait dû écrire ce livre. Et de moi-même, je n'aurais jamais pensé à attaquer une question qui me paraît encore aujourd'hui un peu difficile, comme vous l'avez dit. Il était arrivé là. C'était sa route. Bon, moi, je pense que je lui aurais servi à renforcer le côté barbare, si l'on peut dire, de la question. Et puis aussi parce que je pense que vous l'avez bien connu, nous l'avons bien connu, moi aussi, et bon. Et je voudrais aussi associer les auditeurs fidèles qui se rappellent sans doute que Georges Duby nous avait fait l'honneur et l'amitié de venir plusieurs fois au micro des lundis de l'histoire, et en particulier pour y présenter ses livres. Et j'ai aujourd'hui l'impression que, à travers Jean-Pierre Pauly, quelle que soit l'importance de l'apport personnel de Jean-Pierre Pauly, c'est un peu Georges Duby qui est encore là. Jean-Pierre Pauly, comme il me plaît de le faire, je vais, si vous le voulez bien, partir du titre et du sous-titre de votre livre. Le premier mot qui frappe, si l'on met à part amour, on va en parler de l'amour, des amours, c'est barbare. Et est-ce que cela veut dire que c'est une vision du Moyen-Âge barbare, que c'est une histoire de la contribution des sociétés barbares au Moyen-Âge? Pourquoi barbare? Ensuite, vous parlez de Genèse, c'est-à-dire que votre ouvrage montre l'élaboration de nouvelles conceptions et de nouveaux comportements en matière sexuelle. Et en matière sexuelle, mais aussi, et comme Georges Duby l'avait très bien démontré, c'est intimement lié en matière de système de parenté. Il s'agit donc, si je simplifie les choses, et vous me corrigez si je me trompe, de montrer comment, à partir d'une part de la sexualité des sociétés barbares nordiques, et d'autre part de la sexualité traditionnelle, j'allais dire, des sociétés méditerranéennes, on en est venu à élaborer au cours du Moyen-Âge, en définitive, un nouveau modèle européen de sexualité s'incarnant au fond dans le mariage monogamique, exogamique et indissoluble. C'est une grosse histoire
c'est celle que vous racontez très bien dans ce livre. Est-ce bien cela votre dessein? Enfin, vous avez si bien résumé la chose que je vais me retrouver presque n'ayant plus besoin de le faire. Je crois que oui, si je puis me permettre une petite glose sur votre résumé, Barbare, naturellement, ce livre est un peu mutilé par rapport à ce qui devrait être fait. Ce sont des germano-scandinaves, ceux que les Romains ont appelés Germanie, mais il y aurait les Irlandais, il y aurait les Calédoniens qui seront les Écossais, il y aurait les Hongrois, il y aurait beaucoup d'autres choses pour être européens. Hein. Nous avons là une Europe qui, fatalement, par les manques de l'auteur du livre, est en partie limitée. On peut dire aussi que, malgré tout, l'apport germano-scandinave a été important dans nos sociétés. Puisqu'après tout, bon. Donc, de ce point de vue-là, je crois que oui, Georges Duby, une des choses qu'il avait bien mise en valeur et même montrée, me semble-t-il, c'est que quelque chose avait fini de se mettre en place au début du Moyen-Âge classique, qui allait être destiné à durer, quand bien même ce modèle était tourné, combattu, dérivé, mais il allait être là, finalement. C'est le sort des modèles, ils ne sont jamais appliqués, l'ethnologie nous le montre, jamais complètement. Et au fond, l'idée, c'est qu'est-ce qu'il y avait eu avant? Qu'est-ce qui avait fait ce modèle où les hommes sont remparés dans leur certitude, où les femmes sont plus que tenues à l'écart, au moins dans le modèle, et où, au fond, cette alliance des deux courants, le courant ecclésiastique, le courant lignagé, s'opère et va durer longtemps, finalement. Alors, c'est tout le problème de l'apport de sociétés que moi, plutôt que barbare, et c'est peut-être un détour, mais enfin, je préfère appeler un peu comme le font certains ethnologues, gentilices, c'est-à-dire des sociétés où la parenté est aussi une structure politique, une structure sexuelle, une structure tout ce qu'on veut, où elle est la structure par excellence, face à nos sociétés qui, comme l'État romain, la res publica, sont plus des sociétés politiques au sens aristotélicien du terme. C'est-à-dire que, si je peux trivialement résumer ce que vous venez de dire sur le point de la barbarie, vous mettriez volontiers des guillemets à barbare. Oui, voilà. Enfin, alors, bon, c'est le terme d'époque. Hein, bon. Des guillemets. Régine Lejean, vous n'êtes pas une inconnue de nos auditeurs et je vous remercie d'avoir bien venu une fois de plus parler à ce micro de thèmes sur lesquels vous êtes extrêmement compétent. On sait que vous êtes une grande historienne de la société, en particulier de la famille, dans le Haut Moyen-Âge. Alors, je voulais vous demander, est-ce que le thème, celui de la sexualité, est important dans votre recherche, dans votre œuvre? Est-ce que ce livre apporte quelque chose à votre propre réflexion? Et enfin, aussi, votre idée sur Barbare. Alors, je pense effectivement que la sexualité est au cœur de la parenté. On ne peut pas dissocier les deux, même si moi, je me suis intéressée davantage à la parenté et moins à la sexualité, parce qu'on ne peut pas tout traiter à fond. Il est évident que dans un ouvrage comme celui de Jean-Pierre Pauly, qui veut brasser une longue période et montrer une évolution longue du système, conduisant au système moderne en quelque sorte, et aux sociétés modernes, il fallait évidemment faire intervenir la sexualité comme il l'a fait intervenir. Pour ce qui est des barbares, de fait, le terme barbare est un terme que les Romains ont utilisé pour désigner ceux qui n'étaient pas romains et qui n'étaient pas civilisés par rapport à eux. Alors ici, ce sont les barbares germano-scandinaves. Bon, je ne serais pas tout à fait aussi nette que lui, aussi sûre que lui du terme germano-scandinave, parce que je ne sais pas si, par exemple, les Goths qui ont vécu si longtemps au contact de l'Empire romain avant que ne s'opère cette synthèse, par exemple, n'étaient pas déjà largement romanisés. Donc là, on pourrait discuter. Mais oui, mais je pense même qu'il faut aller un peu plus loin, alors, pour le coup. Mais quand on retrouve la vaisselle du gouverneur de Germanie inférieure au Danemark, bon, oui, elle n'est peut-être pas venue toute seule, si j'ose dire, mais bon, des traces de romanisation, même des gens en Norvège pouvaient savoir ce qu'était Rome. Tout à fait. Maintenant, étant donné l'importance de la religion dans l'histoire dont vous parlez, dont nous allons parler, on peut peut-être, je ne sais pas, le mot m'en vient comme ça, remplacer barbare par païen? Non, ça ne va pas. Enfin, pourquoi pas? Si, non. Les mots, évidemment, paganisme aussi, mais c'est pour ça que je te vois froncer les sourcils. C'est très vaste.
entre un animiste chamanique et un païen comme nous les voyons à Rome. Oui, parce qu'il y a le paganisme romain. Il y a toutes sortes de... Bien sûr. Et pour traiter de ce grand et difficile, complexe sujet, en particulier, pour le souligner, vous avez largement et intelligemment mis à contribution les anthropologues et les historiens des religions. Et nous retrouvons des textes, car ça, c'est un problème que sans doute nous aborderons un petit peu plus tard, le problème des textes de l'Europe septentrionale, du Haut Moyen-Âge, y compris des textes islandais, et je salue cette arrivée de l'Islande dans nos émissions où elle est trop souvent absente. Alors, Jean-Pierre Pauly, comment se présente, en résumé malheureusement, cette sexualité et la parenté qui lui est liée dans les sociétés de l'Europe nordique? On pourrait dire, pour commencer, ça aurait l'air d'une dérobade ou d'une lapalissade, que c'est une sexualité qui précisément n'est pas méditerranéenne. Et en ce sens, cela se relie à la chose à laquelle vous avez fait allusion, que notre documentation, et principalement pour ces périodes, la documentation traditionnelle est ecclésiastique, donc l'Église vit sous la loi romaine en partie, elle est méditerranéenne, elle dérive du bas empire et de sa législation. Donc là, nous avons d'un côté ce modèle méditerranéen dont avait parlé en son temps Germaine Tillon, pour l'opposer en tant que système prémoderne aux structures élémentaires de Lévi-Strauss, qui a amené Lévi-Strauss à modifier, je pense, un peu son analyse en parlant de structures semi-élémentaires. Et de l'autre côté, un modèle qui précisément est à la fois un modèle de société apparentée, où la parenté est tout, le modèle gentilice, et un modèle, disons, qui serait beaucoup moins oedipien, mais là, nous anticipons peut-être sur d'autres choses. Un modèle plus qui tirerait sur le personnage plus tardif d'Hamlet. Un personnage pour qui la mère est véritablement au premier plan et non plus le père. Oui, à ce sujet, je signale à nos auditeurs qu'ils trouveront dans votre ouvrage si riche un exposé des plus vieilles versions de l'histoire d'Hamlet, d'un Hamlet du Haut Moyen-Âge, à travers un écrivain, car encore il a fallu la mise par écrit, d'un écrivain danois de la fin du XIIe siècle, si je ne m'abuse, Saxo Grammaticus. Donc, ça nous amène effectivement à la nécessité d'utiliser d'autres sources avec laquelle nous autres historiens, j'allais dire généralistes, enfin sans déprécier, même les historiens du droit sont des sortes de généralistes, plus que d'autres. Mais nous avons un problème de langue. En général, nous sommes passablement latinistes. Nous pouvons demander un appui à nos collègues latinistes, et il y en a partout dans toutes les universités. Or, malheureusement, Gourevitch l'avait déjà signalé. Nous faisons donc l'histoire de gens qui parlaient une autre langue, avec d'autres catégories, fatalement. Et d'où la nécessité d'avoir recours à ces textes, encore que Saxo Grammaticus soit un latiniste, mais